Alors, d'abord, un grand merci à Marc pour ses gentilles paroles et ça nous replonge dans l'ancien temps, je dirais, aussi une question de patrimoine. Vous en conviendrez, une heure, c'est court pour parler d'un sujet aussi vaste que l'usure du temps sur le patrimoine et de ses conséquences pour la restauration. Aussi, j'ai choisi d'aborder le sujet sous un seul angle, celui spécifique et rarement pris en considération de la prise de décision. Quelle intervention choisir? Pourquoi et comment? La restauration des œuvres d'art, et en particulier celle des peintures dont nous allons parler ce soir, est en effet trop souvent présentée au public de manière, je dirais, simpliste, l'avant et l'après-restauration, oblitérant ainsi les études préalables d'examen qui pourtant sont tout à fait essentielles car c'est elles qui fournissent les données nécessaires à l'intervention. Et oblitérant aussi l'explication des phases successives de réflexion qui guident les traitements en cours. Je vous montre d'abord les photos qu'on voit toujours, une œuvre avant restauration, que Véronique Buchen connaît bien, une Pietà de Van der Weyden, et la même œuvre après restauration. Alors là, vous voyez qu'on retrouve la lumière vespérale du ciel et son chromatisme étrange qui a fait un peu douter sur les attributions, ainsi que ce bleu lapis absolument admirable, très vif, au ton changeant, ce qui est intéressant ici, de la robe de Marie. Alors, je vais faire quelques observations d'ordre général dans un premier temps, de manière à vous aider à suivre la démonstration par la suite. Et puis, je vous présenterai trois chantiers tout à fait emblématiques qui illustrent les enjeux auxquels les décideurs sont confrontés. Et ces chantiers diffèrent un peu de ceux que vous avez vus dans l'invitation. Tout d'abord, je vais vous parler de la restauration de l'agneau mystique de Van Eyck Hagan, dont vous voyez ici le revers. Ensuite, de la restauration des fresques de Giotto et Cimabue à la basilique d'Assise. Puis la restauration de la loge de Psyché, peinte par Raphaël à la Villa Farnésienne à Rome. Et parallèlement, je dirai un mot sur la restauration des fresques de Carache au Palais Farnèse à Rome. Mais pour celle-ci, toutefois, un devoir de réserve ne m'autorise malheureusement pas à développer le sujet. Alors, vous voyez que la matière est ample et le temps qui m'est imparti est court et donc je suis un peu obligée à suivre mes notes. Vous voudrez bien m'en excuser. Ceci afin d'éviter toute digression superflue qui serait dictée par mon enthousiasme pour les problèmes de conservation-restauration et peut-être aussi par mon esprit souvent assez critique. Alors, l'usure du temps. L'usure du temps sur le patrimoine a pour conséquence d'en modifier l'aspect. Et deux facteurs interviennent dans ce processus. Les altérations naturelles, qui sont dues au vieillissement normal des matériaux, et ces altérations sont irréversibles. Et les altérations dues à l'homme, les plus nombreuses, je n'ai pas le temps véritablement de m'y attarder et je vais donc me limiter à vous montrer quelques exemples fréquents qui sont liés à des facteurs d'environnement non pris en compte. Je dois encore vous montrer ceci, mais on aura l'occasion d'en reparler, qui est la photo de la galerie des Caraches. Revenons-en aux altérations.
Tout d'abord, l'affadissement des couleurs dû à la lumière. Vous voyez que dans la partie supérieure, la face se présente dans cet état-là actuellement, et le revers, qui a été protégé par une doublure, vous montre des couleurs beaucoup plus intenses et une acuité beaucoup plus grande des détails. Donc là, il y a une évolution importante. D'autre part, je ne vais pas trop m'attarder parce que d'autre part, les altérations dues à la disparition de la polychromie sous la poussière, ce qui, comme vous le voyez, en modifie profondément la perception, comme l'a si bien exprimé Cézanne, qui disait « Quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude ». Et vous voyez un autre exemple, c'est l'exemple du retable de Saint-Denis à Liège, qui vient d'être restauré par l'IRPA. Et vous voyez que la polychromie, qui ici est une polychromie partielle, a aussi carrément disparu sous la poussière, qui en plus porte elle-même des tas d'impuretés. Un autre facteur de la dénaturation du patrimoine est la mauvaise restauration. Excusez-moi, il y a beaucoup de restaurateurs ici, tous ceux-là sont très bons, je les connais bien, mais enfin, ce n'est pas toujours le cas. Alors, ou bien c'est dû à un restaurateur mal formé, ou bien c'est dû à un restaurateur qui agit sous l'emprise de théories qui sont appliquées sans réflexion critique, ou encore en suivant la mode du moment, car, et c'est important, la restauration est toujours le fait d'un jugement que l'on porte sur l'œuvre à un moment de son histoire. C'est la raison pour laquelle la restauration est un phénomène culturel avant d'être une opération technique. Je vous montre un exemple. Cette intervention se veut reconnaissable, effectivement, et c'est ce superbe Christ de Cimabue qui a été abîmé lors des inondations à Florence en 1969. La restauration est une restauration où on a utilisé une retouche par sélection et abstraction chromatique, c'est-à-dire avec des filtres optiques pour décider de la couleur afin de ne pas dépendre des jugements dits subjectifs des restaurateurs. Cette restauration, ce type de restauration a été préconisé par Baldini et largement pratiqué, malheureusement, à Florence et parfois encore autre part. Dans le cas des altérations naturelles, la compréhension des mécanismes d'altération est essentielle. D'où le rôle primordial des scientifiques pour fournir des analyses fiables sur lesquelles les restaurateurs vont s'appuyer et l'importance du dialogue interdisciplinaire pour garantir une interprétation objective des données reçues. Remettre l'œuvre, et je vais d'abord vous montrer un exemple spectaculaire, c'est l'exemple du noircissement des blancs de plomb. C'est un phénomène chimique de transformation du blanc de plomb en sulfure de plomb. Et vous voyez, partout où il devait y avoir des blancs pour les carnations ou pour les rehaut clairs des vêtements, c'est devenu noir. Remettre l'œuvre dans son contexte historique est également nécessaire pour la comprendre, d'où le rôle des historiens de l'art. En tant qu'objet matériel, l'œuvre a un vécu, ce qu'on appelle son histoire matérielle, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé depuis le moment où elle a été créée. Ce vécu explique son état et donc son aspect actuel, et cette œuvre aussi, en tant qu'image, a une signification. Cette signification peut être naturelle, affective ou conventionnelle, mais elle demande toujours à être préservée. Et je vous montre un bel exemple, ce calvaire, lors d'une première restauration en 1941,
Une mauvaise interprétation de la couleur du fond incita à apposer de l'or, par analogie à l'œuvre autographe la plus connue de van der Weyden, la descente de croix conservée à Madrid. Et cette idée fut bien reçue par les historiens d'art. Plus tard, en 1990, lors d'un nouvel examen, il s'avéra que le fond était non pas or, mais était noir, tel que le voulait la tradition iconographique, car rappelez-vous, on dit qu'au moment de la mort du Christ, le ciel s'est assombri. Et surtout, comme vous le voyez, la couleur noire restitue l'atmosphère initiale pesante que van der Weyden voulait donner, et elle change aussi fortement l'aspect visuel de la composition. Enfin, la restauration repose sur des principes et des théories qui doivent être connus et respectés, d'où l'importance d'une bonne formation des restaurateurs et des historiens de l'art. Parmi ces théories, il y a celle de Brandi, dans son célèbre ouvrage de 1953, La Teoria del Restauro, qui constitue encore aujourd'hui le fondement de toute réflexion en restauration. Toutefois, il convient de les suivre avec un esprit critique, en n'utilisant pas ces avis comme un avis d'autorité, un diktat, mais bien en les adaptant à chaque cas d'espèce. Le point le plus litigieux des idées de Brandi est celui du caractère de reconnaissance de l'intervention, exprimé par lui dans un axiome, je cite, « La restauration doit être reconnaissable ». Ce principe a été trop souvent appliqué à la lettre et dès lors, il dénature l'œuvre au point de vue esthétique, comme nous l'avons vu pour le Christ de Florence. En conclusion, la difficulté inhérente à toute prise de décision d'intervention est de respecter autant que possible les grands principes de restauration, tout en rendant à l'œuvre son caractère d'œuvre d'art sensible, sans trahir l'intention de l'artiste et en gardant un juste équilibre entre la dimension historique et esthétique. Et après cette brève introduction, abordons le vif du sujet, le processus de la décision. Voyons d'abord qui en sont les acteurs. Tout chantier de restauration important est suivi par un comité scientifique dont les membres doivent, en tout cas en principe et dans un premier temps, émettre un avis sur le diagnostic et les propositions d'intervention faites par les restaurateurs, et ensuite se prononcer sur le résultat des différentes phases du traitement qui leur est présenté. Quels sont les facteurs? Lors des restaurations importantes, 3 domaines d'intervention retiennent en particulier l'attention et peuvent prêter aux controverses les plus animées. Le nettoyage et son degré, la suppression ou non des additions. Dans le cas des peintures qui nous intéressent aujourd'hui, il s'agit de repeint ou de surpeint, le traitement des lacunes, c'est-à-dire les manques, et leur intégration, c'est-à-dire le rétablissement de la forme ou non. Et s'il y a intégration, le type de retouche à adopter. Passons maintenant aux chantiers différents que nous allons traiter, et le premier est le chantier, la restauration de l'agneau mystique de Van Eyck. La campagne de restauration, conservation-restauration de l'agneau mystique a commencé en 2010 par des mesures urgentes de conservation qui ont été prises sur le volet des juges intègres, exécutées par le peintre et, comme vous savez aussi, l'habile faussaire van der Weken après le vol du panneau en 1934 et qu'on continue toujours à chercher de toutes les manières possibles. À cette occasion, l'ensemble du retable a été examiné par l'IRPA et il est apparu qu'il demandait une intervention.
Sa conservation, en effet, avait été mise en danger par le climat instable de la vitrine en glace offerte par American Express, dans laquelle il avait été enfermé depuis 1974, provoquant des soulèvements de la couche picturale et mis en danger aussi par les multiples couches de vernis apposées au cours du temps, actuellement dégradées. La restauration des justes intègres réalisée à l'IRPA s'est donc poursuivie par une étude préalable de l'ensemble du ratable, appuyée par l'investigation scientifique des panneaux, afin de rassembler le plus d'informations possibles sur l'état de conservation, le support, les couches picturales, le dessin sous-jacent, la technique d'exécution, les matériaux et la datation. Cette étude s'est soldée par la mise en ligne d'un site ouvert au public, que vous voyez apparaître en haut de l'image, financé par le Getty et offrant des photos de détail, des réflectographies dans l'infrarouge et des radiographies de qualité exceptionnelle. Et je vous convie à aller voir ce site, c'est vraiment un régal pour les yeux. Revenons à la restauration. De petits tests de nettoyage ont été menés dès 2010, montrant qu'une intervention était possible et transformerait l'aspect du retable. Vous pouvez déjà le voir ici, entre autres sur ce chapiteau. Il a dès lors été décidé que les peintures seraient traitées en 5 ans, en 3 phases de 20 mois, dans une salle spécialement aménagée du Musée des Beaux-Arts de Gand, et qu'un programme d'information au public qui peut suivre la restauration, notamment à travers cette vitre qui se trouve entre les salles du musée et la salle où les œuvres sont restaurées, et également une exposition didactique serait mise simultanément sur pied. Les travaux de restauration proprement dits menés par l'IRPA n'ont toutefois débuté qu'en mai 2012. Ils sont suivis par un conseil scientifique international comprenant les membres des plus grandes institutions muséales qui possèdent des Van Eyck dans leur collection, des scientifiques et historiens d'art belges et 10 restaurateurs belges coordonnés par Livia de Peut, tous sous la supervision d'Anne van Grevenstein, professeur émérite de conservation à l'Université d'Amsterdam, qui représentait aussi ou qui représente aussi la fabrique d'églises. La première phase actuellement en cours porte sur le revers et elle devrait se terminer en mai 2016. L'objectif principal était d'entreprendre un programme de conservation du polyptyque en tant qu'un ensemble, c'est-à-dire peinture et cadre compris. Pour ce faire, il fallait déterminer le degré de nettoyage à atteindre qui serait satisfaisant au point de vue esthétique et au point de vue technique. Dans une première phase de nettoyage, un amincissement progressif du vernis a été décidé afin d'obtenir une meilleure vision de la totalité du revers, prenant en compte les conditions hétérogènes de la surface picturale dues à l'histoire matérielle différente des panneaux. Leur état de conservation varie en effet d'un endroit à l'autre, certains panneaux d'un panneau à l'autre, certains étant plus usés que d'autres suite à toutes les restaurations antérieures qu'ils ont subies. L'intervention ne devait pas mettre en danger la matière originale et son apparence visuelle originelle. La difficulté était de retrouver une unité du tout et pour ce faire de maintenir une balance tonale pour l'ensemble, mais aussi à l'intérieur d'un même volet ou d'un même registre. Un vernis Ketton des années 1950, appliqué en plusieurs couches
pour foncer la peinture et cacher les anciennes interventions, devenues brunâtres avec le temps, comme vous le voyez, dénaturait la vision d'ensemble du revers. Il était gênant par sa couleur, par son épaisseur irrégulière et son manque de transparence. Pigmenté par endroits, il était associé à de larges surpeints. L'ouverture de fenêtres dans le vernis, ce que vous voyez à droite, oui, a permis donc l'ouverture de fenêtres dans ce vernis a montré que la couche picturale sous-jacente était en bon état. Il a donc été décidé d'enlever ce vernis. Et cette action, combinée à la suppression de certains repeints sous-jacents au vernis, a permis d'améliorer fortement la lecture de l'image, même si la présence de surpeints plus anciens, comme ici pour l'architecture, perturbait encore l'organisation spatiale de la scène et masquait les détails de l'exécution originale. La deuxième phase d'intervention a consisté à amincir graduellement les autres vernis résineux plus anciens, présents sur la surface picturale, qui affectaient à leur tour la perception de l'image. Et ici, vous voyez en 1 la partie avant toute intervention et puis les 2 phases de nettoyage, et en dessous, vous avez le nettoyage terminé. Ceci une fois réalisé, la commission jugea qu'il fallait aller plus loin pour des raisons esthétiques, ces vieux vernis cachant la qualité de la technique picturale équienne, et aussi pour des raisons de conservation. Les enlever permettrait par ailleurs une meilleure pénétration de l'adhésif devant fixer les couches picturales soulevées. Elle préconise donc de poursuivre leur suppression. De plus larges fenêtres sont alors ouvertes, là où il y a des surpeints foncés et des anciennes retouches, pour décider d'un nouveau degré de nettoyage à atteindre qui respecterait l'unité d'ensemble du revers tout en révélant Van Eyck. Simultanément, les examens pratiqués par les restaurateurs sur les cadres ont révélé une polychromie originale très élaborée, faite de glacis sur feuille d'argent. Certes, cette polychromie est lacunaire, mais elle est encore présente. Or, chez Van Eyck, cadre et peinture forment un tout. Il a donc été décidé de supprimer les surpeints cachant cette polychromie. Celle-ci devait être d'une richesse inouïe et elle participait directement à la perception chromatique de l'ensemble en assurant une transition du cadre à la peinture, à la différence des cadres noirs qui isolent chaque fois l'image. À ce stade de dégagement se posait la question des surpeints anciens apparaissant une fois les vernis enlevés. Quand et par qui ont-ils été faits? La discussion porta d'abord sur ceux des drapés de l'Annonciation et sur l'architecture de la partie centrale que nous venons de voir. Il était évident que ces surpeints, vous le voyez clairement, transformaient fortement leur aspect initial, oblitérant la qualité plastique des étoffes et le rendu de l'espace pour l'architecture. Toutefois, ces additions, appartenant à l'histoire matérielle de la peinture, leur suppression posait une importante question, cette fois d'ordre déontologique. Ils étaient anciens, mais de quand dataient-ils? Du XVIe ou du XVIIe siècle? Quels en étaient les auteurs? Les peintres Van Scorel, Blondel ou Coxy au XVIe, ou encore le peintre restaurateur Noveliers au XVIIe? Fallait-il ou non les conserver comme témoins de l'état de l'œuvre à un moment donné de son histoire? Là, les avis de la commission sur la dérestauration étaient partagés pour les surpeints des drapés, les formes des plis ayant été modifiées, comme vous pouvez le voir dans la partie gauche. Mais la commission était unanime pour ceux de l'architecture intérieure où il était évident que les enlever permettrait de rendre à la composition sa profondeur perdue.
En cours de restauration, des données nouvelles sont apparues suite à l'examen visuel des restaurateurs et ont été confirmées par des examens scientifiques complémentaires. Ainsi, les panneaux des donateurs, Judocus Veit et Elisabeth Borluth, que vous voyez à gauche et à droite, avaient été lourdement surpeints, non seulement sur le fond, mais aussi ponctuellement sur les mains et les visages et sur la presque totalité de leur robe. C'est ce que vous pouvez voir sur ce schéma. Les parties en rouge montrent ces surpeints. Ce fut une sérieuse mise en garde qui montre combien la restauration requiert une prudence constante et la remise en question éventuelle en cours de traitement de décisions prises antérieurement, pourtant très rigoureusement justifiées. L'œuvre, bien qu'examinée et traitée par des professionnels expérimentés, nous avait tous trompés sous ces multiples couches de vernis dégradé obscurcissant l'ensemble, vous avez pu le voir précédemment, et aussi sous les surpeints portant leur propre réseau de craquelures très similaire au réseau original. Ébranlés par ce constat, les membres de la commission demandent de nouvelles analyses et, sur la base des résultats, concluent unanimement à la suppression des hautes lumières apposées tardivement sur les carnations des donateurs. Ces dernières ne correspondent d'ailleurs aucunement au type de modelé propre à Van Eyck et même de façon plus générale à la peinture lisse du XVe siècle. Vous voyez un exemple ici sur les mains du donateur. Vous avez les mains surpeintes à votre gauche, c'est indiqué sur le cliché. À droite, vous avez la main déjà dégagée et la dernière photo, vous le voyez mieux sur ce détail, vous montre les mains dégagées de ces retouches hachurées et ça demande, il y a un endroit qui est resté comme témoin et ça demande naturellement encore maintenant à être retouché. L'attitude adoptée envers les vêtements fit par contre l'objet d'avis divergents, dictés par la crainte de ne pas retrouver une matière en bon état sous les surpeints et de devoir dès lors retoucher des surfaces trop importantes sans posséder les données objectives nécessaires à une réintégration. Des fenêtres complémentaires de nettoyage furent donc ouvertes et vous le voyez ici dans la robe rouge du donateur, c'est indiqué par la flèche, et dans la robe de la donatrice. La présence dans les deux robes, confirmée par les nouvelles analyses de laboratoire et par l'examen par les restaurateurs au microscope binoculaire, de couches de vernis séparant les surpeints de la couche originale et donc la protégeant, aida à prendre l'ultime décision. Une fois assuré que l'opération était techniquement possible, les surpeints furent enlevés avec une grande précaution. Et là, il faut admettre qu'après avoir tellement hésité envers la démarche à adopter, le résultat obtenu est spectaculaire dans les deux cas. La robe du donateur a retrouvé une tonalité rouge intense, celle de la donatrice, une laque rose violet modulée et claire. Le dessin des plis est à nouveau net et présente des formes géométriques caractéristiques à Van Eyck, bordées d'une fine ligne claire, ce qui est une constante chez lui pour détacher les plans d'ombre et de lumière. La partie droite du drapé de Veit, si vous regardez, d'un rouge un peu plus foncé, est encore surpeinte car elle recouvre une grande lacune, probablement à l'origine de l'intervention ancienne. Et si vous regardez ces deux parties, vous constatez par leur confrontation la différence de style avec l'original. Dans la robe de la donatrice, par contre, les manques étaient plus ponctuels.
Aussi, l'ancien peintre restaurateur les a recouverts par facilité d'un vaste surpeint d'une tonalité mauve plus soutenue que l'original que vous voyez très bien apparaître. Enfin, le dégagement des surpeints dans les lunettes du revers a dévoilé une gamme de couleurs délicates, dominée par le rose, qui était caché par une couche grise, et cette couleur originale, en bon état de conservation, se trouve chez la Sibylle, que vous voyez ici, après enlèvement du surpeint, ainsi que chez les prophètes que nous avons vus précédemment, Zacharie et Michée. Un nouvel équilibre chromatique dans des tonalités plus douces et plus subtiles, méconnues pour Van Eyck à ce jour, a ainsi été révélé, modifiant à nouveau totalement la perception qu'on avait jusqu'ici de la partie supérieure du revers. Le parti de restauration qui a été choisi de procéder de façon progressive, chaque phase de l'intervention étant appuyée par de nouvelles analyses et par une discussion interdisciplinaire, ouverte et confiante, a permis de redécouvrir le retable et la personnalité artistique de Van Eyck sous un autre jour, pourtant dans un de ses chefs-d'œuvre les plus étudiés. L'acuité des formes, leur parfaite intégration à l'espace, la plasticité des volumes et la finesse des détails ont été récupérés. La Commission a joué un rôle fondamental dans la prise de décision relative en particulier au degré de nettoyage et à l'enlèvement des surpeints. Elle fut aussi un soutien important pour aider les restaurateurs dans leur démarche d'interprétation critique et dans la progression graduelle de leur intervention sur l'œuvre. Car, comme l'écrivait Paul Philippot, c'est en finale la main du restaurateur qui concrétise la décision prise. En conclusion, la responsabilité des décideurs était grande devant les défis successifs que je vous ai exposés qui étaient à relever pour poursuivre le traitement. Mais leur réflexion était alimentée par un diagnostic tout à fait rigoureux et une grande confiance envers les restaurateurs, s'accroissant, il faut le dire, de réunion en réunion au vu des résultats satisfaisants obtenus. Et la même démarche prudente et ouverte se poursuivra très certainement pour la restauration des faces. Passons maintenant à un tout autre cas, tout aussi passionnant. Il s'agit des fresques de Giotto et de Cimabue à la basilique supérieure d'Assise. Lors du tremblement de terre survenu en Ombrie le 26 septembre 1997, la basilique, inscrite sur la liste du patrimoine mondial, et ses fresques de Giotto et de Cimabue subirent des dommages très importants. Ces derniers furent ressentis comme la perte tragique d'un patrimoine exceptionnel. Les peintures ayant été pulvérisées en centaines de milliers de morceaux, une technique d'intervention permettant de remettre en place les fragments récupérés devait être mise au point, conduisant à une des entreprises de restauration en Europe les plus extraordinaires de ces dernières décennies. Comme pour Van Eyck, un comité scientifique international pluridisciplinaire a été mis sur pied et a participé aux prises de décision. La méthodologie qui a été appliquée à la restauration des fresques s'inspire directement des principes développés par Brandy dans sa fameuse théorie de la restauration. Mais ceux-ci ont dû être revus, et c'est sur quoi je voudrais insister, en fonction de la perception des éléments fortement lacunaires au sein de l'espace architectural de la basilique. Le gigantesque travail de réassemblage de plus de 450 000 fragments, qui a demandé plus de 160 000 heures d'intervention, s'est terminé en 2006. Et je vous montre ici les tables sur lesquelles ont été posées des photos dimension 1:1 de chacune des peintures.
Il y avait par chance, le jour du tremblement de terre, le photographe qui avait terminé sa mission pour une édition, et donc on possédait toutes les photos. Sur ces photos, vous voyez qu'il y a un calque. Les restaurateurs ont dessiné, comme vous le voyez en bas, sur le calque toute la composition et ses détails. Et ensuite, tous les fragments récupérés ont été posés sur ces calques comme dans un gigantesque puzzle. La dépense globale pour les travaux de conservation-restauration, reconstruction et stabilité de l'édifice inclus, s'est chiffré à 6,5 billions d'euros. 2 parties des voûtes peintes par Giotto, situées à l'entrée de la basilique supérieure, s'écroulèrent, c'est ce que vous avez vu précédemment, entraînant avec elles, rien que pour les 8 figures de saints que vous voyez ici, et le voûtin de Saint-Jérôme qui les jouxte, 182 mètres carrés de peinture explosée. Alors, comme la basilique devait être rouverte le 15 novembre 1999 pour le jubilé, il était décidé que 2 figures de saints seraient restaurées en premier lieu à titre d'essai et remises sur la voûte. Une réintégration minimale des lacunes a été réalisée, que vous voyez ici, consistant en une simple remise à niveau des lacunes et en une reconstitution des fonds par un ton uniforme et opaque afin de faire émerger les parties originales. Toutefois, le résultat ne fut pas probant. Les figures remises in situ, malgré le remarquable travail accompli, n'offraient pas une vision satisfaisante. Oh, pardon, je voulais... Oh là là. J'ai voulu faire quelque chose, c'est en bas à droite. Au centre, pardon, je voulais vous montrer ça. Donc, n'offrait pas du tout une vision satisfaisante de la nef. Au contraire, on a une impression de vibration des formes qui prédominent sur leur clarté de lecture. Et on peut même dire que les saints sont à peine discernables vus du sol. On dirait un lâcher de papillon, on ne voit pas du tout à quoi on a affaire. L'évaluation de cette première phase de travail a alors fait l'objet d'une réunion internationale dont l'objet principal était de revoir la méthodologie d'intervention qui avait été appliquée aux fresques lacunaires. Il a paru alors comme impératif qu'un travail de restauration plus poussé soit entrepris et prenne davantage en considération la reconstitution de l'image en termes de son intégration à l'espace architectural. Et à ce stade de l'exposé, il est intéressant de signaler que la première phase d'intervention minimale sur le visage de Saint-Victorin, que vous voyez ici, lorsqu'elle fut présentée en atelier, paraissait satisfaisante. En effet, la peinture de Giotto a une telle force qu'il ne semblait pas nécessaire d'intégrer davantage de parties lacunaires. Cette impression satisfaisante de près a toutefois été démentie, comme nous venons de le voir. D'autres paramètres à respecter sont alors apparus pour l'ensemble de la voûte, notamment le rôle essentiel joué par les fonds bleus dans l'intégration spatiale des figures, car c'est sur ce fond que les formes se détachent. Il fallait donc le refaire. Et plusieurs solutions ont été avancées. La première, réassembler les fonds selon la démarche traditionnelle avec les morceaux subsistants, les parties lacunaires étant retouchées. La seconde, réutiliser les multiples fragments non repositionnés scientifiquement. Théoriquement, ce fond, bien qu'arbitraire par rapport à la disposition originale des fragments, et donc en contradiction avec les idées de Brandy sur le rétablissement de l'unité potentielle de l'œuvre d'art, avait le mérite d'avoir vécu et de présenter des textures de surface répondant de manière non uniforme à la lumière. Cette solution n'a cependant pas été retenue vu l'hétérogénéité d'aspect des fonds bleus,
dû à de nombreuses campagnes de restauration antérieures au tremblement de terre, mais aussi et surtout vu les modulations tonales voulues à l'origine par l'artiste. Ceci nous avait été expliqué par les restaurateurs. Et dès lors, un non-respect de la disposition originale aurait donc été à l'encontre de la recherche esthétique du peintre et constitué ce qu'on appelle un faux historique. Ce constat de la nécessité de pousser plus loin le degré d'intervention amena à penser la reconstitution cette fois en termes quantitatifs et posa donc derechef le problème de l'authenticité. Une nouvelle décision de principe devait ainsi être prise. Il fut décidé de procéder à une réintégration plus importante des fragments en apportant des retouches de forme principalement architectoniques. Un colloque est organisé à ce stade de la réflexion pour débattre de tous les paramètres ayant sous-tendu le choix des interventions, et il portait ce très beau titre évocateur « La réalité de l'utopie ». En effet, qui aurait pu penser que cette tâche surhumaine de réassemblage d'environ 450 000 morceaux allait pouvoir être menée à bien. La restauration des fresques d'Assise illustre à merveille la nécessité, quand le résultat de l'intervention obtenue est insatisfaisant au point de vue esthétique, de remettre en question des principes établis et qui sont devenus quasi sacrés, comme c'est le cas pour ceux de Brandi en Italie. Plusieurs démarches ont été proposées, mais aucune ne correspondait au vœu général exprimé par les habitants d'Assise qui avaient été consultés. Ils voulaient voir les fresques reconstituées pour que les images s'intègrent correctement à l'espace architectural et qu'elles récupèrent la clarté de lecture qui en font une œuvre d'art. Ces fresques, dont l'aspect formel était ressenti comme une des constituantes de leur authenticité, participaient pour eux directement à l'atmosphère générale dégagée par la basilique et surtout à l'aspect sacré de ce haut lieu du patrimoine culturel. C'est un paramètre qui, à mon sens, est trop rarement pris en considération dans les discussions relatives aux interventions de restauration. La formule de laisser une voûte blanche comme témoignage du tremblement de terre qui avait été évoqué à un moment a donc été considérée comme inopportune, la lisibilité des scènes et la présence des couleurs devant être rendues simultanément à la dévotion et à la curiosité du public. Suite à ces observations, les participants à la réunion ont décidé de remettre toutes les figures de saints sur l'arc de la voûte et de développer la restauration à plusieurs niveaux. D'abord sur les fonds bleus et jaunes afin de les redensifier et de permettre aux figures de se resituer correctement dans l'espace en avançant. Le rôle de la couleur, on l'a dit, étant essentiel dans la perception d'une peinture. Ensuite, sur les éléments structurels de la voûte, c'est-à-dire les nervures et les arcs, en refaisant cette fois à l'identique les motifs décoratifs perdus, afin de reconstituer le cadre des compositions. Et enfin, sur les fragments de fresques, en traitant les interstices clairs pour les lier entre eux, dans le but d'éviter l'effet troublant de mosaïque. Théoriquement, ce type de restauration plus interventionniste pose le problème, nous l'avons vu, de l'authenticité telle que définie par Brandi, et corrélativement celui du choix dans le degré d'intégration des lacunes. Quand et où faut-il stopper cette intégration? Concrètement, il ne fait néanmoins aucun doute pour le théoricien italien qui a vécu un cas analogue avec les fresques de Viterbe qui avaient été détruites durant la guerre 40, que laisser les fragments dans un état archéologique, après les avoir si laborieusement remis en place, n'est pas possible, car l'effet mosaïque obtenu est inconciliable avec une bonne intégration de ces parties restaurées aux peintures restées sur les murs. Ainsi, selon Brandi, après avoir retrouvé la position topographique des fragments,
il convient de leur rendre leur signification en les reliant entre eux pour rétablir la lecture des formes et restituer ainsi son unité à l'image. C'est ce qui fut réalisé en veillant à ce que les retouches par trateggio ou monochrome soient reconnaissables, mais uniquement de près. En conclusion, à Assise, la prise de décision envers la restauration s'est faite à l'intérieur d'un cadre de réflexion théorique régi par les principes de Brandi, mais adapté aux contraintes du terrain. Deux facteurs ont joué un rôle essentiel. En premier lieu, c'est la perception de la restauration des fresques dans le contexte de la basilique qui, en finale, a imposé le type d'intervention. En second lieu, c'est la sensibilité et aussi le savoir-faire des restaurateurs qui ont dicté les modalités de traitement. Ils ont ainsi réussi à adapter la retouche de chaque partie en fonction de l'architecture, de la lumière, de la distance et aussi de l'état de conservation de l'ensemble des peintures murales. Un mot maintenant sur la restauration de la loge de Psyché. Cette restauration fut financée par la société de communication Italtel et menée par l'Istituto Central del Restauro à Rome. Elle s'est terminée en 1999. Pour ce chantier, je me limiterai à deux exemples, l'un touchant à la problématique du respect de l'authenticité de la couleur de fond originale, l'autre relative à l'attitude à adopter envers les lacunes qui dénaturent les formes. Lors de la restauration de la loge de Psyché, une autre problématique que celle d'Assise, liée à la modification d'un fond bleu, a été soulevée. Ce fond n'a pas été détruit par un cataclysme, mais bien par l'usure du temps, vu les mauvaises conditions de conservation des fresques exposées au vent et à l'humidité dans la loggia laissée ouverte. Et surtout, elles ont été détruites par une campagne de restauration drastique menée en 1930. L'aspect initial du fond avait déjà changé au XVIIe siècle, comme l'indique le célèbre historien de l'art Bellori, qui écrivait que le fond était devenu si foncé que l'on ne pouvait plus percevoir le bleu azurite. Le restaurateur de l'époque, Maratti, fut alors mandaté pour le restaurer, ce qu'il fit avec beaucoup d'habileté en intervenant dans les parties lacunaires à l'aquarelle avec la technique du trateggio. En 1930, malheureusement, cette restauration fut non seulement enlevée, mais encore, à certains endroits, le nettoyage des surfaces d'azurite fut si sévère qu'il altéra aussi le ton de fond bleu clair préparatoire de l'intonaco, ce que vous voyez dans la partie supérieure de l'image, intonaco qui est mis à fresco par Raphaël comme sous-couche à une couche d'azurite bleu soutenu, appliquée, elle, à sec, conformément à la technique d'exécution des fresques à cette époque. Des restes de ce bleu azurite original subsistent à différents endroits de la composition en quantité suffisante pour être utilisés comme référence et permettre une éventuelle reconstitution. Vous les voyez ici dans un repentir. À l'origine, Raphaël avait prévu une queue de cheval qui volait au vent, et il a ramené ça à un chignon, et donc dans le repentir, vous voyez cette trace de bleu, et aussi dans le bas, dans cette guirlande de fruits réalisée par Houdin. Ce qui a été fait, c'est uniquement une reconstitution virtuelle du fond bleu dans sa structure originale. Cette reconstitution révéla combien la lecture de la composition d'ensemble des fresques de la loggia était plus satisfaisante sur un ciel bleu intense. Et pourtant, elle ne fut pas réalisée. Pour respecter les principes de restauration moderne qui consistent à ne pas recouvrir d'un repeint des parties originales. Le cas de figure se démarque donc de celui de la basilique. Il ne s'agit pas de reconstituer les parties lacunaires du fond bleu azurite, mais bien de conserver la sous-couche bleu clair originale apposée par Raphaël. La lacune maintenant
La figure de Vénus, peinte par Raphaël et qui occupe une place importante dans la composition, est dénaturée par une longue fissure qui a déjà été maintenue au XVIIe par des agrafes, et cette fissure a entraîné une importante lacune. Elle traverse la figure, dessine en elle-même une forme qui dès lors se superpose visuellement à la couche picturale. Extrêmement gênante dans la perception de l'ensemble de la fresque, elle soulève la question d'une intégration formelle ou non. Suivant les principes de Brandy, l'œuvre contient en elle-même assez d'informations pour procéder sans problème à la réintégration de cette lacune. Il a donc été décidé d'intervenir pour récupérer une unité du tout, en veillant cependant à maintenir une fois encore la retouche dans un ton un rien plus clair afin qu'elle soit reconnaissable, mais seulement de près. Vous le voyez clairement sur l'image. Cette décision adéquate paraît d'une certaine manière évidente. Et cependant, un cas comparable dans les fresques des Carraches au Palais Farnèse a été traité tout autrement. Le groupe des amours célestes et terrestres s'embrassant présente un type d'altération identique à celui de Vénus. Décorant l'angle est de la galerie, il est défiguré par une importante lacune. Néanmoins, par application pure et dure des principes de Brandy, parce que quelques millimètres de matière manquaient, exigeant soi-disant d'inventer, la réintégration formelle a été refusée par le maître d'ouvrage. Brandy, cependant, insiste pour toute restauration sur l'équilibre nécessaire à trouver entre la dimension historique et esthétique. Ici, c'est donc bien la première qui a emporté la décision. La lacune a dès lors simplement été mise à niveau, et ceci déjà après beaucoup de discussions pour obtenir ce seul résultat, et elle a été colorée pour, soi-disant, la faire reculer. Elle a par contre été maintenue volontairement, telle que, comme témoin du vécu de l'œuvre, décision, à mon sens, tout à fait dommageable. Cette lacune simplement mastiquée ne recule pas, mais elle vous agresse dans la galerie dès que vous levez le regard. Et ceci m'amène à la fin de l'exposé avec quelques images des fresques des Carraches au Palais Farnèse. La restauration de la galerie des Carraches est financée par le World Monument Fund d'Europe et le ministère italien de la Culture. Elle a commencé en 2012, elle s'est terminée ce mois-ci. Les travaux se déroulant sous le contrôle d'un comité scientifique franco-italien, avec une petite Belge perdue au milieu de tout ça. Toutefois, comme je l'ai annoncé, je ne parlerai pas davantage de la restauration proprement dite. Par contre, pour terminer, dans le cadre du thème qui nous occupe, je voudrais attirer l'attention sur le vrai cas d'école que constitue un ensemble décoratif aussi élaboré que celui de cette galerie des Carraches. En effet, la complexité des décisions à prendre est énorme. Le défi étant, comme toujours, nous venons de le voir pour Van Eyck, de trouver un degré de nettoyage qui débouchera sur une harmonisation du tout. Or, ici, ce tout se compose d'éléments très différents dont les décideurs et restaurateurs doivent tenir compte. Les fresques, la structure architecturale peinte qui les encadre, les dorures, les stucs pour les motifs ornementaux et des figures intégrées au décor architectonique. Ici, vous avez les stucs dorés. S'ajoute à cela l'importance du traitement illusionniste des matières, l'imitation, comme vous voyez ici, de lourds cadres autour de plusieurs scènes,
celle de tondis en bronze qui rythment les parois latérales, et enfin au rez-de-chaussée, une suite de grandes sculptures en plâtre patiné qui ornent les longs côtés de la galerie. Une collaboration étroite entre les restaurateurs formés à des matériaux différents est donc essentielle, ainsi que la volonté de toute l'équipe d'assurer un passage fluide entre les différents registres et le plafond afin d'atteindre une harmonie d'ensemble. La qualité de la peinture, là où elle n'a pas souffert, est admirable et je ne peux m'empêcher de vous en montrer quelques détails. D'abord, ce superbe détail des lions, de la fresque du triomphe de l'amour céleste et terrestre au centre de la voûte, le détail des chevaux d'Aurore et Céphalou, ou encore la bravoure dans la technique d'exécution de ce personnage. Il convient dès lors de combiner adroitement les parties de restauration choisies pour respecter l'harmonie d'un tel chef-d'œuvre, mais c'est une autre histoire et on en parlera à une autre occasion. En guise de conclusion, vous aurez constaté que chaque chantier de restauration est unique et demande une réflexion spécifique. La responsabilité des membres des comités scientifiques est grande lorsqu'ils expriment un avis. Celle des restaurateurs, par contre, est énorme, car par leur action, que ce soit pour le degré de nettoyage, le dégagement des surpeints, la réintégration des manques ou la retouche, ils changent inévitablement les éléments de jugement des connaisseurs et créent alors souvent des controverses pas nécessairement justifiées. Pensons par exemple à la restauration des fresques de Michel-Ange à la chapelle Sixtine. C'est la raison pour laquelle il faut développer, pour les grands chantiers de restauration, des programmes de sensibilisation expliquant le pourquoi et le comment de ce qui a été réalisé. Enfin, si le traitement appliqué est inapproprié ou mal exécuté, il a une répercussion sur l'œuvre dans sa totalité et est le plus souvent irréversible. Et pour ne pas en arriver là, il faut cultiver la réflexion et le dialogue interdisciplinaire. Je vous remercie.